un siècle d'existence, et presque au moins 8 décennies d'activité scientifique. Et il a traversé des tas d'époques, il a traversé 3 guerres, hein, et qui ont été toutes très douloureuses pour lui, puisque la première, c'est la, la guerre de 1870, ses 2 sœurs sont décédées à ce moment-là. Et puis il a connu ensuite la Première Guerre mondiale. Jacques Hadamard a eu une fille et 3 fils. 2 de ses fils sont morts au combat pendant la Première Guerre mondiale. Et puis il a connu la Deuxième Guerre mondiale. Et là, son 3e fils est mort au combat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez qu'il a traversé l'époque, une époque dure dont il a souffert. Et pourtant, il s'est impliqué pendant la Première Guerre mondiale. Il a participé à l'effort de guerre français dans la détection des canons avec d'autres savants comme Perrin, Langevin et Esplangon. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hadamard et sa famille ont dû fuir les lois raciales du régime de Vichy. Ils sont partis aux États-Unis, mais dès qu'ils ont eu l'occasion, ils ont embarqué sur un convoi militaire américain pour se rendre en Angleterre, et dès qu'ils ont mis le pied sur le sol anglais, ils se sont engagés aux côtés pour les forces de guerre britanniques. Et tous les 3, Jacques Hadamard, sa femme et son fils, dans 3 services différents. Donc, ils ont connu cette période, sur cette très longue vie, ça n'a pas été drôle tous les jours. Alors, Hadamard jeune, en 1888, il a 23 ans et il termine ses études, et son premier job, c'est d'être professeur dans l'enseignement secondaire, professeur de lycée, mais aussi avec une bourse du Collège de France qui lui a permis de se consacrer à temps partiel à son doctorat. Donc, il a fait une thèse entre 88 et 92 sous la direction d'Émile Picard. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Picard, vous connaissez les théorèmes de Picard? C'était un spécialiste de fonctions holonomorphes. Mais bon, c'était un encadrement assez éloigné, comme ça l'était à l'époque, c'est-à-dire que, en gros, Hadamard avait travaillé tout seul sur des questions qu'il a mises à lui, et de temps en temps, il en parlait à Picard. En fait, sur des questions qui étaient proches des centres d'intérêt Picard. Et quelle question? Donc, sa thèse est en 2 parties. Donc, la première consiste à construire des fonctions analytiques dans le disque, dont le disque, qui sont singulières en chaque point du disque, qui ne peuvent pas se prolonger analytiquement au-delà, et de donner une condition suffisante, assez générale, pour ce phénomène. Elle n'était pas le premier à faire un exemple, mais à comprendre d'une façon assez générale qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche le prolongement analytique. Et puis la deuxième partie, elle tourne autour d'une formule utilisée par Riemann, relative à la fonction zeta, et que dans les écrits de Riemann, il n'y avait pas de démonstration. Voilà. Et donc, il en donne une démonstration, c'est une formule importante qui exprime la fonction zeta en fonction de ses zéros. Et donc, vous imaginez que comme la question de savoir où sont les zéros de la fonction zeta est une question essentielle, c'était une formule très importante. Et ces travaux de thèse ont été reconnus tout de suite. Il y a eu un prix de l'Académie des sciences, et puis un poste à l'Université de Bordeaux, qui correspondrait en fait à un poste de professeur de nos jours, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque.
Vous voyez qu'il a une carrière rapide parce qu'il a obtenu très rapidement des résultats remarqués. Alors, est-ce que vous connaissez quelques résultats notoires d'Adamar? Allez-y, là. Cartan-Hadamard. Pardon? Théorème de Cartan-Hadamard. Le théorème de Cartan-Hadamard. Tout à fait. Alors, je suis désolé, il n'est pas dans ma liste. Mais j'en reviendrai dessus, mais je vais. Est-ce que tu veux l'énoncer Oui, en français ou en anglais, comme tu préfères? si on a une variété complète, variété électrique complète, courbure négative, ou strictement négative, alors son revêtement universel doit être son revêtement universel doit holomorphe à Rn. Ça résulte du fait de l'unicité de l'existence et de l'unicité d'un plus court chemin, d'une géodésique entre deux points en courbure négative ou nulle. Mais l'unicité a lieu uniquement sous une hypothèse topologique de simple connectivité. Bien vu. Je confonds peut-être les noms, mais sur les distributions, une fonction elliptichienne, c'est seulement si sa dérivée faible et L infinie. Ah, écoute, Je ne sais plus si c'est vraiment. tu as raison. Tu as certainement raison. Quand on. Je n'ai pas prévu de parler de tous les résultats d'Anaval. Dans le livre de Mathia, il y a une liste des objets mathématiques auxquels le nom d'Adama est attaché. Et il y en a une quarantaine. La Mazia en a trouvé une quarantaine. C'est continuer. C'est peut-être pas le truc le plus connu, mais le théorème des nombres premiers. Le théorème des nombres premiers, quand même. T'aurais aimé, toi, démontrer le théorème des nombres premiers? Quand même, mais c'est vrai pas. Alors, c'est pas naturel. Donc, ce que vous voyez là, c'est la répartition des nombres premiers. Plutôt, chaque point indique le nombre d'abscisses x donne le nombre de nombres premiers inférieur ou égal à x. Et on compare ici à une courbe, la courbe représentative de la fonction x sur log de x. Et c'est une conjecture qui a émergé au cours du 19e siècle que eh ben, les points et la courbe, ça se rapproche. C'est ça l'énoncé du théorème des nombres premiers. Il faut voir que même la conjecture ne s'est précisée que tardivement. Gauss n'avait pas conjecturé cette formule-là. Voilà. Et la même année, deux mathématiciens, Jacques Hadamard et de la Vallée-Poussin, un mathématicien belge, ont résolu ce problème qui était notoire à cette époque. Voilà. Ça, c'était en 1896. Donc finalement, vous vous souvenez, sa soutenance de thèse, 1892. En 1896, il est prof à Bordeaux et il est quand même il est jeune. Autre chose qui vous vient à l'esprit. La formule du rayon de convergence. La formule de rayon de convergence. Tout à fait. Tu veux nous l'énoncer? Note à N les coefficients de la série entière. Oui. Et R sur le convergence. Ça, c'est l'affaire de série entière. C'est ça? Et ouais, c'est ça. Et si R, c'est son rayon de convergence, et du coup, 1 sur R, c'est la ligne cube des racines énièmes des modules des R. Alors, c'est donc la ligne sud ou la ligne 1? La ligne cube. La ligne sud. Alors, de racine énième, le module de. C'est ça? Ouais, et ça, c'est l'inverse. Pardon? C'est l'inverse du rayon de convergence. C'est l'inverse. Ah oui, d'accord. Bien. D'accord. Voilà.
Vous avez déjà rencontré ça. Ouais. Curieusement, personne n'avait écrit comme ça avant lui. Et ça, c'est le premier article de Hadamard en 1890. Quoi d'autre? Vas-y. Un théorème des lacunes d'Adamard. Oui, alors ça c'est un peu lié avec au contenu de sa thèse, l'histoire de fonctions analytiques dans les disques qui ne se prolongent pas au-delà. C'est la condition suffisante formulée par Hadamard porte sur des séries de coefficients AN lacunaires. Tout à fait. Oui, vas-y. Je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait inégalité d'Adamard, mais je sais plus ce que c'est. C'est un truc avec des déterminants, je crois. Ouais, il y a un truc avec des déterminants. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est 1893. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Il y a ces deux carrés là. Il faut y penser à des matrices carrées. Et vous mettez un +1 dans une case blanche et un -1 dans une case orange. Ça fait une matrice. Et ça s'appelle, c'est des exemples de matrices d'Adamard. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice d'Adamard? Eh bien, c'est une matrice qui est orthogonale, qui est formée de +1 et de -1 et qui est orthogonale à une constante près. Et c'est les matrices qui réalisent le cas d'égalité dans l'inégalité d'Adamard, qui dit que le déterminant d'une matrice est plus petit que n puissance n sur 2 fois le sub des coefficients, quelque chose comme ça. Mais c'est plus que cette inégalité, Hadamard en avait besoin, il s'en sert pour démontrer un truc sur les fonctions analytiques. Et il s'avère que les matrices d'Hadamard elles-mêmes sont intéressantes. Elles servent de code correcteur d'erreur, qui ont été effectivement utilisées en pratique par la NASA pour communiquer avec ces engins qui voyagent à travers le système solaire. Les trois droites. Pardon? Le théorème des trois droites. Ouais. Donc ça, c'est un théorème sur les fonctions analytiques. Il dit quelque chose comme une propriété de convexité du sub d'une fonction analytique sur une droite ou sur des cercles concentriques. Oui. Continuez. Là, on reste dans des trucs très classiques. Là, on reste dans des maths du 19e siècle. Parlez-moi de maths du 20e siècle. On a vu arriver le théorème de Cartan-Hadamard. Ah. C'est grave. Ben oui. Ça, c'est peut-être moins connu, mais Hadamard est quand même à l'origine de branches entières des mathématiques du XXe siècle. Là, c'est moi, je vais être obligé de vous donner votre langue au chat. Vraiment. Alors, 1898. Qu'est-ce que ça représente, ça? Une surface. Et sur cette surface, on a pu tracer des géodésiques. Hein, c'est des courbes qui sont des plus courts chemins. Et c'est la courbe que parcourrait une bille qu'on lancerait sans coupe et qui continuerait à vivre sa petite vie sur la surface. Et on voit que dans les cornes, là, qui sont la courbure négative, où ça monte et ça redescend, on observe un comportement assez compliqué et assez riche. Et en 98, Hadamard étudie et décrit le comportement des géodésiques sur les surfaces à courbure négative, éventuellement avec plusieurs points. Et il établit l'unicité dans une classe de homotopie, qu'on appelle de nos jours le théorème de Cartan-Hadamard. La sensibilité à la condition initiale, c'est-à-dire que si on fait une petite erreur sur
la direction, le comportement en temps long de la géodésie va être très très différent. Et il était dit aussi même une forme de stabilité structurelle, c'est-à-dire le fait que cette image très complexe des devenirs possibles des géodésiques, même si c'est instable, c'est l'image, c'est la figure complète qui se préserve quand on change, par exemple, de point de départ. Et tout ça, vous voyez, ces mots, sensibilité aux conditions initiales, stabilité structurelle, c'est le vocabulaire et le système dynamique dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et on trouve ça dans Hadamard en 1890. Donc, Hadamard est le précurseur de ce qu'on appelle de nos jours la dynamique hyperbolique et donc de la théorie du chaos. Un peu moins connu, mais ça fait partie de ces réalisations remarquables. Et d'ailleurs, à cette époque, Poincaré, qui lui aussi réfléchissait au système dynamique, mais qui avait en tête une autre classe de système dynamique, comme la mécanique céleste, ou les géodésiques, mais sur des surfaces accidentelles positives, a tout de suite vu l'intérêt et cette dualité, cette richesse des systèmes dynamiques qui pouvaient être complètement différents, suivant le signe de la couleur, en l'occurrence, effectivement, un siècle après, la théorie des systèmes dynamiques a en quelque sorte deux branches. Il y a sa branche hyperbolique et la branche intégrable ou presque intégrable. Donc tout ça, c'est né à la toute fin du XIXe siècle, sous la plume de deux personnes, Poincaré d'une part et Hadamard d'autre part. Et encore, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui font des EDP? Avec PD, Explorer, Proud of it. Alors, vous avez jamais entendu parler d'Adamard en EDP? Le caractère bien posé, c'est Le caractère bien posé, c'est un problème d'EDP. Ben oui, ça c'est Hadamard. Donc ça se passe en 1905. Donc là, Hadamard s'est intéressé au problème de Cauchy. Il dégage en quelque sorte la notion d'EDP hyperbolique. Hein, et il résout le problème de Cauchy, mais pas seulement dans le cas des données analytiques, de ce théorème de Cauchy-Kovalevskaya, mais dans le cas général. Et pour ce faire, à cette occasion, hein, il abstrait qu'est-ce que ça veut dire qu'un problème d'EDP bien posé. L'unicité de la solution et l'existence ne suffisent pas. Il faut aussi une continuité par rapport à la condition initiale. Une continuité, ça veut dire spécifier dans quelle topologie. Donc, ça veut dire qu'il faut étudier les différentes topologies possibles sur des espaces de fonctions. Et ça va être le point de départ de l'analyse fonctionnelle. Donc, c'est une idée qui a eu une énorme influence de nos jours. On ne peut plus parler de DDP sans se dire qu'il faut d'abord trouver un cadre fonctionnel adéquat. Ben, ça remonte à Hadamard. J'ai fait le tour des contributions qui me semblaient particulièrement marquantes. Ça se passe tout au début de sa carrière, évidemment. En 1905, il a 40 ans. En 40 ans, on dit qu'un mathématicien, c'est fini. Est-ce qu'en 1905, Hadamard avait terminé? Ben, on va regarder ça. Vous voyez, ça, c'est les papiers d'Hadamard. 1905, vous voyez où c'est? 1905, c'est là. Et ça continue jusqu'en 1964. C'est aussi une autre particularité d'Hadamard, c'est qu'il a une carrière, une production mathématique extrêmement longue. Donc, on remarque qu'il, dans sa productivité, il y a des creux. Et c'est la Première Guerre mondiale et c'est la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale,
En 1945, Adamar, il a fait en 1945, il a 80 ans. 80 ans, on peut taper votre métier. Donc, j'ai essayé de mettre un code de couleur qui, suivant le style de Mac, et vous voyez que la géométrie des cellules dynamiques occupe une grande place au début. L'index complexe se répartit un peu tout le temps, mais il y a une très grande place occupée par les EDP et la physique mathématique en général, généralement. Il a beaucoup d'articles en mécanique et en optique. Il a beaucoup discuté avec des spécialistes de ces disciplines, avec des physiciens. Et c'est en fait des discussions avec des physiciens qui l'ont conduit à ces découvertes en système dynamique. C'est avec les mécaniciens qui sorte de géodésique, c'est un côté géométrique, mais c'était aussi influencé par la mécanique. Et ces travaux d'EDP sont issus de travaux d'optique. C'est-à-dire qu'avant 1905, il a des publications sur des problèmes d'optique qui le conduiront à ces résultats généraux sur les GDP. Voilà. Donc, ça fait à peu près, donc, sur la frise, là, vous avez à peu près ces 300 publications mathématiques, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y en a encore une centaine d'autres. Dans quel domaine? Eh bien, une quarantaine tournent autour de l'éducation et de l'enseignement des mathématiques, et une soixantaine en philosophie, histoire, politique. J'aime beaucoup aussi mêler de politique. Alors, le paradoxe, c'est que Hadamard n'avait pas la réputation d'être un pédagogue tellement performant. Ses états de service comme prof de lycée entre 1888 et 1892 ne sont pas très bons. Ensuite, il a enseigné notamment à Polytechnique, à Centrale, et où sa réputation de prof était d'être juste incompréhensible. C'est-à-dire qu'il enseignait aux polytechniciens et aux centraliens les mathématiques de son temps, enfin des mathématiques qui étaient actuelles à l'époque. Ça planait complètement très très haut au-dessus des préoccupations des étudiants. Malgré ça, il a écrit des quantités d'articles et même d'ouvrages d'enseignement des mathématiques et d'enseignement même à un niveau élémentaire. Et c'est des livres élémentaires de géométrie d'Adamard ont été utilisés en enseignement secondaire pendant très longtemps. En fait, sa seule vraie expérience pédagogique avec des jeunes élèves, c'était ses propres enfants. Je veux dire. Bon, enfin, voilà. C'est des curiosités de ce personnage. Il est arrivé à. Pardon. Je ne veux pas trop rentrer dans l'aspect historique et politique, mais quand même un petit peu. Mais tout à l'heure. Je voudrais vous parler du séminaire d'Adamard. Parce que vous savez ce que c'est qu'un séminaire. Vous assistez à des séminaires. Vous organisez même des séminaires. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui organisent des séminaires? Un séminaire de doctorants. Levez la main, soyez-en fiers. Bravo. Bon. Eh bien, il faut voir qu'avant 1913, il n'y avait jamais eu de séminaire en France, de séminaire de maths. Elle n'existait pas. Elle existait en Allemagne et ailleurs. Et sur le modèle allemand, Hadamard a créé le premier séminaire de mathématiques en France. Ça a commencé en 1913. Ça s'est un peu interrompu pendant la Première Guerre mondiale, mais ça a repris après. Et c'était, il y avait 2 séances par semaine, et c'était ça a un côté groupe de travail, c'est-à-dire que Hadamard distribuait des articles aux gens qui étaient là, en leur demandant de les étudier et de faire un exposé dessus. Et ça marchait très fort. André Weil raconte que c'était, quand on avait à faire un exposé au séminaire d'Adamard, et ben,
on bossait, hein, parce qu'il fallait que ce soit nickel. Et puis en plus, Adamar comprenait tout. Voilà. Et ça a duré pendant des années. Ça a dû s'arrêter en 1937, tout simplement parce que, avec le Front populaire ayant édicté de nouvelles lois et accordé une retraite aux professeurs d'université, Adamar était obligé de prendre sa retraite à l'âge de 60 ans. Et donc d'interrompre son séminaire. Et donc, ce séminaire ratissait large, à l'image des centres d'intérêt d'Adamar. Mais il y a quand même des gens qui ont trouvé que ça ratissait pas suffisamment large. Et ces jeunes gens s'appelaient Cartan, Dieudonné, Veil. Et ils ont trouvé qu'il fallait arriver à couvrir l'ensemble du champ de la discipline. Et ça les a lancés sur ce projet complètement fou de réécrire les mathématiques, mais l'ensemble du champ des mathématiques à leur manière. Et c'est comme ça qu'est né le projet Bourbaki. Et ben, d'une certaine façon, le séminaire Bourbaki, qui continue, qui se réunit quelque chose comme 4 ou 5 fois par an, le week-end à Paris, c'est un héritier du séminaire d'Adamar. Il garde ce caractère de groupe de travail, c'est-à-dire qu'on demande à X de faire un exposé sur les travaux de Y, Z et I. C'est le même modèle. Je vous invite au prochain séminaire de Baki, le 23 novembre. C'est un lieu à l'Institut Henri Poincaré. Parlons un peu de politique. Qui représente ce dessin de l'humoriste Carandache? Eh bien, ils se mettent à table. Surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. Ça se passe vers 1896 ou 90. La deuxième image, ils en ont parlé. Et, donc, c'est l'affaire Dreyfus, c'est une affaire d'espionnage dans laquelle un officier, Alfred Dreyfus, va être condamné sur la base d'un dossier trop léger et contestable, et malgré tout condamné au bagne. Et la famille de Dreyfus était convaincue qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire, et elle va avoir beaucoup de peine à obtenir gain de cause. Et Adamar va être un des premiers partisans et soutiens de la famille. Il va s'engager personnellement dans la campagne, il va témoigner lors d'un des procès. Et il va essayer de rassembler, d'attirer des soutiens de la part de ses collègues mathématiciens. Et d'ailleurs, les mathématiciens ont joué un rôle important au cours de cette affaire qui s'est déroulée sur une décennie et qui a vraiment secoué la France. Enfin, cette affaire a déclenché, disons, a révélé une espèce d'antisémitisme qui pouvait en France et qui n'était pas extrêmement visible, mais qui s'est tout d'un coup est devenu extrêmement violent. Enfin, il y a eu des voies de fait, des bagarres, des coups de feu échangés. Enfin, c'est une affaire assez grave. Et à la suite de l'affaire Dreyfus, la Ligue des droits de l'homme a été créée à la suite, en plein dans l'affaire Dreyfus. Adamar a été un des fondateurs de la Ligue, et pendant toute sa vie, ensuite, jusqu'à un âge très avancé, il s'est battu et il a, pour la défense des droits de l'homme et pour la paix entre les peuples, en essayant de faire venir d'autres scientifiques et de les faire s'engager eux aussi dans ces efforts, pas toujours avec succès. Il y a un film de Roman Polanski assez récent, là, en 2020, sur l'affaire Dreyfus, qui est intéressant, que je vous recommande. Et donc ça, c'est une des constantes de la vie d'Adamar. Lors de son 60e anniversaire,
rappelez-moi quand même, en 65, donc en 1925, voilà, dans son 60e anniversaire, ben, il y a eu un colloque de maths organisé à Paris, ça se passe au Collège de France, et, avec des cours de maths. Et ben, le président de la République est venu, et il est venu serrer la main de Jacques Hadamard devant tout le monde. C'est pas parce que c'était un mathématicien, hein. C'est parce que c'était une figure de la vie culturelle et sociale française. Et il incarnait déjà à 60 ans la défense des droits de l'homme et la recherche de la paix dans le monde. Donc ça, c'était en 1925. Et ça a continué lors du premier congrès international des mathématiciens qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était à Harvard en 1950. Et ben, Hadamard était un invité d'honneur et il a eu droit à une standing ovation. Il avait 85 ans, comme ça. Et, alors, une anecdote liée à ce congrès, une semaine avant le début du congrès, une partie de la délégation française au congrès international n'avait pas encore obtenu de visa d'entrée aux États-Unis. Ils sont montés dans le paquebot sans savoir si on les laisserait mettre le pied sur le sol américain. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans cette délégation des gens fort peu recommandables. Des gens comme Laurent Schwartz, qui était soupçonné de sympathie communiste. Et puis des gens comme Hadamard. Et il a fallu une intervention personnelle du président Truman, du président des États-Unis, pour que Hadamard obtienne son visa le jour où il est arrivé, où son paquebot est arrivé à New York. Pourquoi? Ben parce que il n'était pas bien vu du côté aux États-Unis, parce que dans ses efforts pour la paix dans le monde, eh ben, il incluait le monde entier, y compris l'Union soviétique. Et il s'est engagé dans des initiatives qui partaient de l'Union soviétique et qui étaient, en gros, bon, qui pouvaient être suspectes il pouvait être suspect de sympathie communiste. Il n'a jamais eu sa carte au Parti communiste, mais c'est vrai, cette suspicion n'est pas absurde. Et sa fille, notamment, a été aussi très proche du communisme. Mais dans son esprit, il s'agissait de réaliser la paix. Et quand Hadamard s'exprimait pour les droits de l'homme, eh bien, et contre eh bien, il le faisait dans tous les pays. Et il s'était exprimé, notamment au moment du macartisme, il a pris la défense des victimes du macartisme. Et c'est pour ça qu'en 1950, il n'était pas bienvenu aux États-Unis. Un livre, La psychologie de l'invention en mathématiques. Ce livre paru d'abord en anglais, il a été publié aux États-Unis. Il est issu de conférences que Hadamard a données en 1943 à New York, quand il était exilé. Il était recueilli par l'école française des hautes études à New York, un organisme qui était soutenu par la Fondation Rockefeller. Et il a mis dans ce livre des réflexions qu'il a accumulées en gros entre les deux guerres. C'est vraiment un petit opuscule d'une centaine de pages qui se lit comme un roman. C'est très, très agréable à passer dans une soirée, hein. Et donc, il part de l'observation très célèbre de Henri Poincaré, comme quoi une découverte mathématique peut être le résultat d'un processus inconscient. C'est qu'on se réveille le matin, ou
on pose le pied sur le marchepied du train, et tout d'un coup, paf, l'illumination vous glace. C'est ce que raconte Poincaré. Et Adamar, qui a eu le même genre d'expérience, et expérience d'ailleurs qui est partagée, je pense, par pas mal d'entre nous, peut-être même vous, ça vous est déjà arrivé. Hein. Vous vous merdouillez sur un problème le soir, et puis vous vous réveillez le matin, et toc, la solution est là. Et ça, c'est. Et donc, Adamar a cherché à analyser ce phénomène plus finement en recueillant des témoignages de beaucoup oula, de scientifiques, mais aussi d'artistes. Donc, c'est intéressant. Excusez-moi, je suis trop bavard. Et c'est quoi ça? C'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée de 1893. Il existait déjà une bande dessinée. Ce personnage, c'est le savant Cosinus. Et la famille Adamar est convaincue que c'est Jacques Adamar qui a servi de modèle pour le savant Cosinus, parce qu'il avait ce côté extrêmement distrait, maladroit, totalement incapable de survivre seul dans la vie quotidienne. Heureusement qu'il avait une épouse qui, en gros, le tenait par la main partout. Et bon, mais je ne pense pas que ce soit vraiment Adamar. Bon, simplement parce que les dates ne collent pas. Adamar était trop jeune. Probablement, c'est plutôt qui a servi de modèle à Christophe. Donc, Christophe, c'est un pseudonyme pour un scientifique, un biologiste de haute volée, mais qui dessinait des bandes dessinées. Mais c'était aussi une des facettes du personnage d'Adamar. Il était incapable de nouer sa cravate tout seul. Enfin, expliquez-moi pourquoi ici l'école doctorale s'est emparée du nom de Jacques Adamar. De quel droit? De quel droit? Est-ce que Adamar a un lien quelconque avec notre périmètre? La réponse, c'est quand même, il a été prof à l'école polytechnique et à l'école centrale. Bon, ça c'est déjà une raison suffisante. Mais il n'a jamais mis les pieds ici. Hein. Pour la bonne raison que il n'y avait rien. Alors, on sait, il n'y avait rien bon, avant 1955. Mais il paraîtrait que sa fille, Jacqueline Adamar, a travaillé pendant un moment à la bibliothèque d'Orsay. C'est pour ça que la bibliothèque d'Orsay, à un moment donné, s'est autorisée à prendre le nom de Jacques Adamar, et puis par extension, après la fondation, l'école doctorale, on a mis Jacques Adamar par exemple, avec la permission des descendants de Jacques Adamar. Mais si vous allez à la bibliothèque mathématique à Orsay, vous trouverez une petite expo permanente sur Jacques Adamar, sur ses mathématiques et sa biographie. Deux références qui m'ont servi. Dans Images des maths, une douzaine d'articles sur Jacques Adamar, tellement de choses à dire, à raconter à ce sujet. Et puis il y a le bouquin de Mazia Shaposhnikova, 400 pages. C'est qui se lit, dont la moitié, la biographie, se lit comme un roman. Il y a quand même 200 pages rien que pour raconter cette existence sur 98 années. Et puis 200 pages, on parle de maths. Donc, très bon bouquin. Et puis, je voudrais finir avec deux citations d'Adamar. Donc là, c'est deux photos d'Adamar très âgé. Là. Il a plus de 80 ans. Hein, pour inventer, il faut penser à côté. Donc, c'est pas de lui, en fait. Cette phrase, il la doit au philosophe Paul Souriau, mais elle signifie quelque chose pour lui. Et inventer, c'est quand même sortir des ornières, sortir des chemins battus. Et pour ça, il faut avoir une certaine culture, il faut avoir une petite vision au-delà
de sa spécialité étroite. Chacun fait comme il peut. Mais c'est vrai qu'il illustre lui-même cette démarche. Et puis, une seconde citation, là, il s'interroge sur les motivations. Qu'est-ce qui fait qu'un scientifique ou un mathématicien une mathématicienne va choisir de s'intéresser à tel sujet plutôt que tel autre? Et parmi les motivations qu'il y avait, il y avait des sujets un peu délaissés, un peu négligés. Quand une question de maths lui semblait négligée, enfin, lui, ça le motivait. Et il s'y intéressait, il trouvait des choses, il publiait, d'autres gens venaient dans le sujet, et alors, lui passait autre chose. Donc, il avait une attitude qui était absolument orthogonale à celle de la mode. Hein. Il n'était pas, il ne se sentait pas entraîné par un flot, c'était certainement pas un suiveur. Au contraire, il avait un appétit en particulier pour les questions qui n'étaient pas trop regardées à son époque, auxquelles il donnait une nouvelle jeunesse. Tout le monde n'a pas les moyens de faire ça, mais il dit, je le connais. Voilà. Je ne suis en rien un spécialiste de Damas. Tout ce que je sais, je l'ai appris dans le livre de Mazia et Chakoshikoa. Vous avez des questions sûrement. Vous comprenez mieux à quel point Jacques Hadamard nous rassemble. C'est assez inspirant en fait. Il faut penser à côté, il faut aller. Voilà, ça donne des idées. Je suis sûre que vous avez des questions pour Pierre. Mais je serai ici jusqu'à la pause et même en début d'après-midi. Si vous avez envie de bavarder au sujet de Jacques Hadamard, n'hésitez pas. So, if you feel like gossiping and chatting about Jacques Hadamard, I will stay here nearly all day long and during the lunch time. Moi, j'ai une question sur quand ils sont allés aux États-Unis. Laurent Schwartz, il était là aussi. Et non, Schwartz était en France. Ah, il n'est pas allé à Non, donc Schwartz et la famille Lévy, laquelle Schwartz était relié, ont connu un périple en France, à Grenoble, dans le sud-est, ont été recueillis, c'est des familles. Le père Lévy jusqu'au dernier moment, a cru que protéger la notoriété et pas que le bon fait la survie. Mais on voit qu'Adamard, lui, a suivi la filière, une des filières établies, je ne sais plus exactement, d'évasion des scientifiques européens avec les États-Unis. Et quand il est arrivé aux États-Unis, il a fait quelques cours dans cette école des hautes études, qui a donné naissance. Cette école des hautes études qui est née comme ça en 1941 à New York, elle s'est rapatriée en France après 1945 et elle a donné naissance à l'école des hautes études en sciences sociales. C'est l'ancêtre de l'école des hautes études en sciences sociales. Mais cette école avait peu de moyens. Et à un moment donné, il a fallu qu'il se cherche il a eu des invitations. Il a eu des invitations dans quelques grandes universités. À un moment, il n'y avait plus. Il fallait qu'il ait un gagne-pain. Il a candidaté à des jobs qui va vous arriver à vous un jour ou l'autre. Voilà. Et on est en 1943. Calculez quel âge il a. Il a 78 ans. Voilà. Donc il se présente. Donc on lui avait indiqué qu'il y avait un poste vacant dans un collège, une petite université dans la région de New York. Il se pointe, il est reçu par le doyen. Il se présente, il a 78 ans. Le doyen, quand même un peu suspect.
voyant que le doyen n'avait pas l'air très enthousiaste, il regarde, et dans le bureau du doyen, il y avait une galerie de portraits de grands savants. Des portraits comme ça, sur tout du bureau. Je lui ai dit, regardez, là, c'est moi. Ah, alors là, le doyen est très, très embarrassé. Il me dit, écoutez, on va vous donner une réponse. Hein. Au revoir, monsieur. Et puis, quelques temps plus tard, il est de nouveau invité par le doyen. Il va lui donner sa réponse. Il se pointe dans le bureau du doyen. Et là, le doyen lui dit, je suis désolé, mais vraiment, vraiment, vous ne faites pas la fête. Il regarde, et effectivement, son portrait avait été retiré. Et ça, c'est Laurent Schwartz qui raconte cette anecdote, mais il n'y était pas. Donc, c'est la seconde main. Bon, allez, il y en a des dizaines comme ça.